Moi je vis dans mes chansons, chansons d'amour, chansons de peine. Je ne suis qu'un papillon sous les projecteurs de la scène. Grâce à vous, Monsieur Charlot, le guide était mon ami. Oh, il chantait comme l'oiseau, si jeune et si petit, caché sous sa casquette. Mais irrésistiblement, pour 2,35 de bonheur, on se retrouve à présent, un peu de joie dans le cœur. Je m'habille comme un garçon, mais je ne suis qu'une fille. Dit Linda, et nous aurons ensemble l'heure la plus douce de ma vie. Enfin pour lui je reviens, mais parle-moi de ta vie. Et si vous le voulez bien, je vous dis bonsoir mes amis. J'ai fait un film quand j'avais 6 ans. J'étais absolument fascinée et subjuguée par tous les acteurs. Puis après, j'ai commencé à chanter tout à fait par hasard. Et puis, c'est arrivé comme ça, comme tout métier. Mais il faut d'abord l'aimer pour le faire. Au début, je chantais comme ça, tout à fait en dilettante, parce que je voulais toujours faire de la comédie. Et ensuite, j'ai commencé à aimer ce que je faisais petit à petit, en faisant de la scène, tout ça. Je trouvais que ça rapprochait quand même énormément du théâtre et du spectacle. Sylvie Vartan, tout vous avouer, je ne connais rien aux chansons. J'aimerais connaître vos pôles d'intérêt. Pas forcément ce que vous connaissez, mais ce que vous auriez envie de connaître. Est-ce qu'il y a dans vos voyages ou dans votre vie quotidienne quelque chose qui vous inquiète? La pollution. On a tendance à croire que la pollution est un sujet à la mode parce qu'on en parle beaucoup en Amérique, un peu partout. Mais quand on va au Japon, je peux vous dire qu'on n'a pas tellement envie d'être à la mode. J'ai lu quelques articles disant justement que dans 50 ans, il n'y aurait plus un arbre à Tokyo, qu'il n'y aurait plus aucune végétation. Enfin, c'est assez angoissant. On se demande où ça va aller. Je ne vous imagine pas comme une scientifique, Sylvie Vartan. Est-ce que vous avez de la curiosité pour les choses de la science? J'étais beaucoup plus littéraire que scientifique quand je faisais mes études. C'est-à-dire que
côté rationnel des choses me déprime un peu. Mais on vit avec, alors. Et dans la course à l'espace, c'est l'irrationnel, c'est la poésie qui vous attire. Oui. Moi, dans la science elle-même, je trouve quand même pas tellement de poésie, si vous voulez. Dans la mienne, en tous les cas. Mais si on vous proposait d'aller vous envoler sur Mars pour le prochain vol, lorsqu'on ira sur Mars, je pense que vous n'iriez pas voir s'il y a des gisements d'uranium, mais peut-être voir s'il n'y a pas une mystérieuse petite fleur bleue. Oui, je doute fort qu'il y en ait une, mais enfin, on peut toujours espérer. Bien sûr, on peut trouver des fleurs sur la planète Mars, certainement. Mais enfin, peut-être que ce n'est pas exactement la réponse qu'attend Sylvie Vartan, parce que je ne pense pas qu'on trouvera des roses. Mais je pense, en tous les cas, rien ne prouve pour le moment qu'on ne risque pas de trouver peut-être certaines formes de vie, ce qui serait très important. Quand j'étais très petite, c'est-à-dire quand je devais avoir 5 ou 6 ans, mes parents m'emmenaient très très souvent au théâtre. C'est-à-dire qu'il y avait des théâtres pour la jeunesse, mais vraiment fantastiques, comme il n'y a pas en France malheureusement. Alors si je comprends bien, pour David, votre fils, vous allez être obligé de faire monter des spectacles pour enfants. Non, c'est-à-dire que j'avais envie de... Un jour, l'idée, j'ai ouvert un petit journal, j'ai regardé spectacle pour enfants, j'ai vu une petite pièce, je me suis dit, ah fantastique, je vais l'emmener au théâtre, je vais voir ce que c'est que les théâtres pour enfants. Alors nous voilà partis, installés dans ce théâtre, le rideau se lève, et alors ça n'avait rien du tout de fantastique ni de merveilleux. Je me suis dit, oh là là, il ne va pas retrouver ce qu'il faut retrouver dans la magie d'un spectacle. Oui, j'arrive à me demander vraiment quelle est la conception de ces adultes qui font les théâtres pour enfants. Est-ce qu'il y a un événement, puisque nous sommes là aussi pour vous apporter ce que vous n'avez pas eu l'occasion de voir, est-ce qu'il y a un événement l'année dernière qui vous a particulièrement frappé, que vous avez regretté d'avoir manqué? Oui, il y a le passage de Charles Trenet à l'Olympia. Je n'étais pas en France à cette époque. Je me souviens plus d'ailleurs, j'étais au Japon, enfin ça n'a aucune importance. Bref, j'ai des amis qui sont des fans de Charles Trenet, comme Jean-Jacques Debout par exemple, et qui m'ont raconté l'événement, qui en était vraiment un, paraît-il, puisqu'il a été applaudi pendant 10 minutes avec toute une salle debout. C'est assez fascinant. Moi j'aime beaucoup assister à ça. Mais vous aimez... J'aurais aimé le voir en tous les cas, surtout à l'Olympia. Et vous aimez ces ambiances comme ça triomphales lorsqu'il y a tout d'un coup un grand oui, succès? j'adore. Et puisque ce que j'aime aussi au théâtre, c'est justement la fin, quand toute la troupe vient saluer. Tout ça, j'ai toujours le cœur qui se pince un petit peu. Sylvie, est-ce que vous avez le temps d'aller un peu au cinéma? Pas tellement ces derniers temps. Et au cinéma, est-ce que pendant cette période où vous n'avez pas eu le temps d'y aller, il y a eu des événements cinématographiques qui vous ont intéressé, que vous auriez aimé voir? Oh oui, des tas de films, par exemple, tout dernièrement César et Rosalie, que je n'ai pas encore vu. Est-ce que c'est ce film que vous avez envie que nous vous présentions pour vous... Oui, j'aimerais beaucoup. Vous dire ce que c'est un peu et que vous ayez envie de le voir? Oui. Vous avez un très beau livre sur Jérôme Bosch et je crois qu'on peut quand même voyager à travers. Comment vous l'avez découvert, Bosch, hein, en allant en Espagne Oui, au musée du Prado. Oui. Et qu'est-ce qui vous fascine dans ce peintre qui est absolument surréaliste aujourd'hui? Oui, complètement, surtout qu'il est du XVe siècle. Enfin, c'est assez fascinant de voir toute cette peinture fantastique et toutes ces diableries comme ça, tout ce surréalisme à cette époque. On devait certainement le prendre pour un fou, sûrement.
cherche le paradis. Pour donner une image un peu rose de Bosch. Ne parlons pas de chagrin quand tout ici va me parler de toi. Parler de toi. Donne-moi plutôt la main, embrasse-moi une dernière fois. Dernière fois. Va si tu l'aimes, n'hésite pas. Qu'ici plus rien ne te retienne. Va si tu l'aimes, n'hésite pas. À chacun sa joie ou sa peine. Écris-moi de temps en temps, surtout ne me laisse pas sans nouvelles. Pas sans nouvelles. Moi je penserai toujours à toi, à chaque odeur de citronnelle. De citronnelle. Oh va si tu l'aimes, n'hésite pas. Qu'ici plus rien ne te retienne. Va si tu l'aimes, n'hésite pas. À chacun sa joie ou sa peine. L'amour laisse dans les livres en souvenir quelques brins de muguet. Brins de muguet. Mais à quoi bon les regrets? On ne vit pas avec des fleurs fanées. Des fleurs fanées. Va si tu l'aimes, n'hésite pas. Qu'ici plus rien ne te retienne. Va si tu l'aimes, n'hésite pas. À chacun sa joie ou sa peine. Va si tu l'aimes, n'hésite pas. Qu'ici plus rien ne te retienne. Va si tu l'aimes, n'hésite pas. À chacun sa joie ou sa peine. Mais je crois qu'il y a une forme de culture aussi qui est très importante, c'est la gastronomie. Ah oui, oui, c'est un vrai art. Et vous êtes gastronome? Oui, moi j'aime beaucoup manger, je dois dire. Et vous aimez préparer des petits plats? Ah oui, j'adore ça. Est-ce qu'on vous trouve doué? Pour certaines choses, oui, pour Ouais. certaines spécialités. Quelles sont vos spécialités? La moussaka, C'est un plat bulgare, ça. oui. Et vous pouvez peut-être nous en préparer un, alors? Une moussaka. Oui, moussaka. une, on dit Une oui. moussaka. Oui. Mais on la mange ensemble alors. D'accord. Et aux pommes de terre, parce que ça peut se faire aussi avec des aubergines. Oui. Alors, comment ça se Pas la prépare? saison. Donc voilà. Alors pour un plat comme ça, tu vois. Alors Ouais. d'abord il faut éplucher des grosses pommes de terre, hein, de préférence. Des grosses? Alors voilà, comme ça. Tu les coupes en lamelles. Oui, comme ça, quoi, comme des frites. Hein. Ok. Alors après on les plonge dans la friture. Pour les dorer, ça devient comme ça, tu vois. Alors ensuite. Oignons. Que tu haches assez fin. Aïe. Tu veux que je fasse? Ah. Ça va, ça? Non, Non, ça va pas. Plus énergiquement. Ça va? Voilà. Ça me paraît parfait. Bien.
Alors les oignons hachés dans la poêle avec de l'huile. Elle est trop chaude l'huile, hein. Ouais. Enlève. Elle baisse un peu. Ouh. Il faut pas que les oignons soient trop Grillé. grillés parce qu'après ça donne mauvais goût. Bon, et alors là, qu'est-ce qui se passe là? Mais pourquoi ça sent le brûlé? Mais non, c'est tout. Mais non. Il n'y a rien qui brûle. Mais pas assez de pommes de terre, il faudrait que tu en coupes. D'accord. Attention, hein, plus de faute. Hein. D'accord. Bon. Alors voilà, tu mélanges avec ta viande les oignons. Et il faut que maintenant la viande cuise, qu'elle soit bien cuite. On ajoutera le sel après. C'est quoi comme morceau de viande? C'est du veau haché. Alors je Mais t'ai c'est- dit c'est 1 de kilo. l'épaule, c'est quoi? Non, 1 kilo de veau haché. De l'épaule, oui. C'est un petit peu gras, pas mal. Alors comme le veau est une viande un peu fade, alors il faut bien l'assaisonner. Toutes choses en son temps. Voilà. Alors après tu tapisses ton plat, tu vois, comme ça, avec des pommes de terre. Faut qu'elle soit dorée mais pas cuite. C'est ça? Enfin, à moitié cuite, disons. Parce qu'après tu le remets au four, ce plat. Ok. Bon, Je sais pas qui m'a coupé ça, mais c'est un peu gros. Hein. c'est moi. Bravo, c'était pas assez cuit. Renvoyez. Bon, alors donc on tapisse le plat. Voilà. Comme ça. Mais ça c'est bien comme grosseur de pommes de terre. Hein. Parce que ça tapisse bien, parce que c'est juste tout petit. Bon, alors on va saler un petit peu. Oui. Bon, tu vois la viande est cuite là. Ouais. Voilà. Alors on met le poivre en grain. Une fois qu'elle est cuite. Généreusement. Oui, tu mets beaucoup de poivre. Hein. Les gens qui aiment relever. Ouais. Voilà. Et maintenant, hop. Tiens. Combien de pommes de terre? Tu veux ça ou ça? Non, ça. On nappe, n'est-ce pas, de viande. Alors après, Le sel, tu l'as mis? oui, non mais attends, c'est sur les pommes de terre. On referme avec une couche de pommes de terre. C'est pas assez cuit. Ah ben j'y vais. J'y vais. Bon, et une fois que... Ça aussi? Tout juste. Pas mal. Ouais. Qui va manger ça ce soir? Voilà. Non, Alors mais maintenant, on c'est- va faire la couche qui recouvre tout ça. Bien. Et alors là, tu vois, je fais une béchamel avec du beurre, de la farine, un peu de lait. Et puis je vais ajouter 5 œufs, là, battus, 5 œufs entiers, hein, battus en omelette. Et puis un pot de yaourt. Mais la béchamel doit être assez consistante de façon à ce que quand on ajoutera les œufs et le yaourt, ça ne devienne pas trop liquide. De façon à ce que ça reste bien au-dessus. Hein? Sel, poivre. Bon, et alors? Et Après, ensuite au four 20 minutes. donc là, Pour que ça monte bien et que ça dort. Tu vois. t'as donc une espèce de nappe de béchamel au yaourt dessus. Voilà, 20 minutes au four. 20 minutes au four. Et après, je te montrerai ce que ça donne. Et on la mange. Ouais. Sylvie, on a envie de vous demander quels sont les souvenirs d'enfance que vous aimeriez retrouver. Eh bien, c'est mon père, évidemment. La maison de ma grand-mère. Avec les roses de mon grand-père, le sapin, le canari dans la cage, la queue rouge. Il y avait des phaétons, vous savez, avec des chevaux, des choses comme ça.
Puis j'allais à l'école en traîneau parce que la Bulgarie connaît un hiver très très froid avec beaucoup de neige et les pelures de pommes sur le feu que ma grand-mère faisait brûler qui se tordait comme ça avec l'odeur. C'est vrai, tout ça, l'armoire en confiture. J'étais élevée vraiment dans une ambiance tout à fait feutrée, comme ça, très douillette. Je jouais dans le jardin de mon grand-père toutes les journées. J'étais toute seule, mais enfin, ce n'était pas du tout de la solitude, c'était vraiment le bonheur. Enfin. Et vous pensez que c'est une image que vous avez, vous, d'enfant, ou est-ce que votre mère vous a confirmé que c'était vraiment le bonheur? Il n'y avait pas des choses que vous nous ignoriez, des difficultés financières, des problèmes graves autour de vous qu'on vous cachait? Certainement, je m'en suis rendu compte plus tard, mais je veux dire, ce qui est important pour un enfant, c'est le climat dans lequel il vit. Je pense, et surtout les gens qui l'entourent et qui font ce climat, justement. Et il est évident qu'il devait avoir des soucis comme tout le monde, mais je veux dire, le climat était un climat de bonheur simple et tout à fait réel et tout à fait sincère. Mais ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu m'y feras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de cette reine morte de n'avoir pas pu te rencontrer. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Oh, il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir, on ne s'épouse-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, oh je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter puis rire. Alors laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. J'avais 16 ans quand j'ai lu Proust pour la première fois. Et j'ai été vraiment fascinée par tout cet univers. Et puis je l'ai relu plus tard aussi, 3 ou 4 ans plus tard. Et à chaque lecture, je découvrais des choses que je n'avais pas ou très bien ressenties ou très bien comprises. Et je pense que
comme ça. C'est une œuvre qu'on peut relire et relire sans arrêt, tout en retrouvant toujours des choses nouvelles, en la redécouvrant en fait à chaque fois. C'est vraiment une œuvre complète, c'est comme un film, c'est vraiment... Mais à 16 ans, comment l'avez-vous découvert? Je veux dire, qu'est-ce qui vous a touché? Parce que tout ce qui est le souvenir, la vie qui passe, on ne peut pas aimer ça à 16 ans. Enfin, je sais pas, moi, Non, oui, pas encore. Ce qui m'avait touché, c'est surtout les rapports, enfin toute cette ambiance d'enfance, de famille, de sensibilité, de tendresse, d'amour, de chaleur, qui est très très marquante, je crois, surtout du côté de chez Swann, dans le premier tome de l'œuvre. Et du rôle de la mère, prépondérant de la mère. Moi, je suis très attachée à ma mère, j'adore ma mère. Mais si on ouvre Un amour de Swann, le premier tome de Proust, on peut, je crois, très facilement le découvrir. Et c'est au fond triste que ça ne soit pas un best-seller, le premier tome. Ah oui, je trouve super, moi, le premier tome, vraiment. Il est facile. Et je ne sais pas pourquoi on dit que Proust c'est tellement difficile et tellement ardu. Ce n'est pas vrai, parce qu'il suffit d'ouvrir, de lire justement le premier tome pour avoir envie de lire toute la suite, parce que vraiment c'est très accessible, c'est tout à fait... Oui. Si je l'ai lu à 16 ans, je ne suis pas plus intelligente que quelqu'un d'autre, donc il n'y a pas de problème. Mais alors quand vous l'avez relu plus tard, ce ne sont plus les scènes sur l'enfance qui vous ont frappé. Qu'est-ce qui vous a touché? Vous avez commencé à être touché par ce sentiment du temps qui passe, qui dégrade. Ah oui, beaucoup. Évidemment, quand on a une enfance très heureuse, très choyée, protégée en quelque sorte, on a beaucoup tendance à sentir le temps qui passe et après à faire les comparaisons avec les êtres que l'on rencontre plus tard. Parce que quand on a connu une mère, un amour maternel comme lui l'a connu, et par exemple comme moi je l'ai connu, il est très difficile de s'adapter. Après, on a beaucoup de mal à s'adapter à la vie et à faire face aux réalités des choses. Et c'est un côté merveilleux puisque ça reste complètement intact. C'est quelque chose en vous qui est une base très solide et qui vous donne un grand équilibre, une grande force. Une grande force, oui. Mais après, c'est aussi un handicap parce que on est un peu démuni sentimentalement. C'est-à-dire que on est un peu perdu par rapport à l'amitié, par rapport à l'amour. On ne retrouve plus du tout cet amour et on souffre vraiment de la comparaison toute sa vie, je crois. Est-ce que on pourrait peut-être vous demander de choisir un passage? C'est difficile de choisir, mais enfin, que vous pourriez peut-être nous lire, comme si vous ouvriez cette édition pour le lire pour vous-même. Alors j'en ai choisi un qui est à la page, vous voyez, indiqué, tout près, et qui fait partie du tome du côté de chez Swann, donc. Et si vous voulez, je peux vous le lire. Ouais. Et ce sont les souvenirs des paysages de son enfance. Oui. Allez-y. Voyons. C'est très difficile à lire. C'est ce qu'il y a de plus dur. Je crois que c'est l'exercice le Pour plus dur. Pour soi, c'est très facile, mais lire Proust comme ça en toute voix, c'est... Je vais essayer. C'est parce que je croyais aux choses, aux êtres, tandis que je les parcourais, que les choses, les êtres qu'ils m'ont fait connaître sont les seuls que je prenne encore au sérieux et qui me donnent encore de la joie. Soit que la foi qui créait soit tarie en moi, soit que la réalité ne se forme que dans la mémoire. Les fleurs qu'on me montre aujourd'hui pour la première fois ne me semblent pas de vraies fleurs.